Bonjour les gars et les filles. Bonjour. Bonjour. Bonjour les gars et les filles. Je me retrouve aujourd'hui devant le foyer 202. Et nous allons parler aujourd'hui du quatrième chapitre des totalitarismes. La dernière fois, nous avons vu en particulier le communisme soviétique. Aujourd'hui, nous allons dire quelque chose sur le fascisme et le nazisme, le totalitarisme des droites. D'accord? Donc, je vais faire comme certains, je vais dire une idée principale d'abord. D'accord? Oui, il y a eu des totalitarismes de droite. Cependant, je suis convaincu que le grand protagoniste du XXe siècle, c'était le communisme. D'accord? Le siècle a été dominé par l'idéologie communiste et qui a fasciné, qui a exalté, qui a motivé à la révolte, à la révolution des peuples entiers, des grands groupes, des grands partis se sont constitués, surtout en Europe et dans d'autres parties du monde, en Amérique du Nord beaucoup moins. Mais et aussi le totalitarisme des droites, comme le nazisme et le fascisme, okay, ou le franquisme espagnol, dont nous allons parler aujourd'hui, sont une réaction à la menace du communiste. Au XXe siècle, où tu étais communiste ou tu étais contre le communisme. Dans plusieurs sociétés, tu ne pouvais pas rester neutre. Alors, si Mussolini, Hitler et Franco sont arrivés au pouvoir, c'est parce qu'ils ont rallié tous les opposants au communisme. D'accord? Donc, aussi, les totalitarismes de droite sont une réaction à la menace du communisme dans les pays respectifs. Cela dit, on va dire quelque chose sur le fascisme italien. Quand on parle de fascisme italien, c'est relié à quel personnage? Mussolini. D'accord? Donc, l'après-guerre de la Première Guerre mondiale en Italie est très dure. En plus de toutes les difficultés que tous les pays avaient, les vétérans, le grand nombre de morts, la situation économique difficile, l'Italie, même si elle avait gagné, était du côté des gagnants de la Première Guerre mondiale, il y avait quand même une certaine déception pour les traités. Certaines terres et certaines régions que l'Italie visait dans son entrée en guerre, l'Italie ne l'avait pas obtenu, en particulièrement la Dalmatie, et aucune colonie lui avait été attribuée. Donc, le mouvement patriotique italien était plutôt déçu de la façon que les traités s'étaient réalisés. À ceci s'ajoutait une certaine instabilité politique. D'accord? Et, il y avait des gouvernements qui ne duraient pas longtemps, ils avaient de la difficulté à avoir la majorité parlementaire. Et à un moment donné, au début des années 20, au tournant des années 10 et 20, certaines usines du Nord sont occupées par des comités d'autogestion. Certains groupes d'ouvriers se révoltent, ils chassent les patrons et s'approprient des entreprises. Or que c'était du déjà vu. Où est-ce qu'on avait déjà vu ce même phénomène? Oui, en Russie. Comment on appelait ces comités qui s'appropriaient? Oui. Non. Oui. Les soviets. D'accord? Et ceci a créé une grande peur envers le communisme. En Italie, les communistes étaient assez forts, mais la peur du communisme était encore plus grande. Donc, on va voir comment Mussolini a son essor dans cette situation. Il va s'affirmer. Historiquement, il était socialiste. Il était parti d'un point de vue idéologique comme socialiste radical, qui voulait faire une révolution, mais peu à peu, son socialisme s'est estompé
pour donner de la place encore plus importante que le socialisme au patriotisme, à un nationalisme italien, surtout dans ce contexte de guerre et de conquête, de risorgimento, encore la vague du risorgimento qui était présente en Italie. Mussolini est un personnage doté d'une très forte personnalité. D'accord. On dit de lui qu'il avait un sens du pouvoir inné. Une anecdote qu'on raconte, c'était que quand il était en 5e année à son primaire, il y avait une enseignante, la maîtresse, qui n'était pas capable d'imposer la discipline. Les élèves étaient là tout le temps, rebelles, sans pouvoir rien apprendre. Et c'est lui, à un moment donné, grâce à sa force de caractère, d'imposer la discipline, qui a imposé la discipline au lieu de l'enseignante. Donc déjà enfant, il avait un sens du commande. Et il était en plus un habile orateur, capable de convaincre les foules. Et donc, quand il organise une force politique, il s'appelle le fascisme, il s'inspire à la garde prétorienne de l'Empire, pas de l'Empire, de la République romaine. Non? Toujours l'Empire romain sera le grand modèle, le grand symbole de Mussolini. Donc il appelle son parti fasciste, fascisme, comme la garde prétorienne. Il reçoit donc l'appui de la bourgeoisie qui craigne surtout cette attaque des usines, cette montée du communisme. De plus, Mussolini, à l'intérieur de son mouvement fasciste, avant même d'arriver au pouvoir, il organise les squadre, un terme italien qui, si on le traduit, ça veut dire équipe, squadra di calcio, ça veut dire équipe de soccer, mais dans le contexte du fascisme, les squadres, ce sont des groupes violents, d'accord, qui donnent de l'appui au parti fasciste. En origine, les squadres étaient là, c'était une forme de violence pour riposter à la violence des groupes communistes qui s'appropriaient des entreprises, d'accord, que ces équipes d'action. Cependant, même une fois la crise communiste rentrée, les squadres resteront toujours en action et ils donneront toujours, et ça sera le côté le plus oppressif du régime fasciste, d'accord. Leur tâche par une certaine violence, rarement ils arriveront jusqu'à tuer des personnes, mais ils utiliseront la violence physique, verbale, de l'humiliation envers tous les opposants du fascisme. En 1922, Mussolini arrive au pouvoir. Il va organiser une grande parade qu'on appelle la marche sur Rome. D'accord, tous les fascistes vont faire une grande manifestation. Il réclame le pouvoir. Et le roi d'Italie va donner le mandat à Mussolini de former un gouvernement. Mussolini devient Premier ministre. Mais il a en origine une majorité parlementaire. En plus de son parti, le parti fasciste, il est en alliance, en coalition avec des partis plus modérés, comme des libéraux ou des populaires. Les populaires, ce sont ceux qui plus tard deviendront la démocratie chrétienne, ces centristes d'inspiration catholique. Non? Mais au fil du temps, il va écarter tout le monde du pouvoir. Il arrive à faire de plus en plus des accommodements avec les autres pouvoirs en Italie, la monarchie, avec l'Église. Et en 1925, il se proclame dictateur. D'accord? Il va changer le système électoral, les gens ne pourront plus choisir entre plusieurs partis, ils pourront voter seulement pour les partis fascistes, d'accord? Ces élections farces que tous les régimes totalitaires mettent en acte. Et malgré son autoritarisme, malgré la dictature, on peut dire qu'au début des années 30, le fascisme italien est extrêmement populaire. D'accord, il a beaucoup de succès. En Italie,
comme à l'étranger. Et notamment au Québec, il y avait des gens qui regardaient avec beaucoup d'admiration à Mussolini, et pas seulement à l'intérieur de la communauté italienne. Entre autres, en 1931, à Montréal, vous savez, dans l'église italienne, on a beaucoup parlé dans les médias récemment, on a peint Mussolini à cheval. D'accord? Jamais vu. En Italie, on n'aurait pas osé de peindre un politicien dans une église. À Montréal, il l'avait fait. D'accord? Et encore aujourd'hui, on discute sur la présence de Mussolini à cheval. Si il reste du temps, je vais vous montrer quelques images à la fin. Il va faire beaucoup de réformes sociales. D'accord? Disons, c'était son... comment on peut dire que c'était son côté socialiste. Par exemple, faire des assurances sociales, okay, envers... ici, mes images sont interrompues. Envers, par exemple, les chômeurs. Et l'Italie, un des premiers pays à avoir un système de pension des retraites. Vous voyez ce système de solidarité sociale qu'il va imposer. Mais sa plus grande réalisation, c'est l'aqueduc de la région de Puglie, l'aquedotto pugliese. Une région de l'Italie est particulièrement sèche, aride, il n'y a pas de montagnes, ce sont les Puglie, la partie sud-est de la péninsule, au sud-est de la partie sud de l'Italie. Et lui, il a fait un énorme aqueduc de centaines, avec des canalisations de centaines de kilomètres, et elle a permis à toutes les maisons d'avoir de l'eau. D'accord? Il a résolu le problème fondamental de cette région. Et ici, j'ai trouvé cette image qui était très familière pour moi quand j'étais enfant, parce qu'il y avait plusieurs fontaines comme celle-ci dans mon village. Comme vous voyez, c'est écrit Aquedotto Pugliese, et en bas, on voit le symbole du fascisme, ce faisceau de verge avec une hache qui était, disons, l'emblème du parti et du régime fasciste, comme pour dire aux gens, regardez ce que nous avons été capables de réaliser. L'Italie, Mussolini fait aussi une politique expansionniste. Il va occuper l'Albanie et l'Éthiopie. Dans ces années-ci, il y a une augmentation de la production agricole et industrielle. Mais c'était un régime totalitaire qui n'hésite pas à utiliser la censure des journaux, de tout ce qu'on publie, la censure du cinéma, les violences et les humiliations que les squadres perpétuent envers les opposants au régime, et ce qu'ils font. S'il y a quelqu'un qui critique le gouvernement, supposons quelqu'un comme moi qui est un enseignant qui va en classe et critique le régime fasciste. Or, quelques élèves n'aiment pas mes commentaires, il va les référer et à un moment donné, une squadra, une de ses équipes rentre dans ma maison, défonce la porte, ils foutent le bordel, ils m'insultent, ils se moquent de moi, d'accord, et peut-être ils me donnent aussi quelques coups, et dans certains cas, ce qu'ils faisaient, c'était d'obliger par la force la personne à boire de l'huile de raisin, qui est un puissant laxatif, d'accord, et les pauvres devaient passer le lendemain sur un bol de toilette, d'accord. Rarement ils sont arrivés à tuer les personnes, mais quand même c'était une grave violence, une grave humiliation de la personne. Ceci, c'était un peu les pratiques. Donc, le fascisme italien était quand même un totalitarisme limité, d'accord. Limité, pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait la monarchie. On a vu que c'est le roi qui a donné le pouvoir de Premier ministre à Mussolini, mais nous savons aussi qu'en 1943, ce sera le roi à chasser Mussolini du pouvoir. Le roi intervient rarement dans la politique, mais quelquefois il le fait. Et l'autre, c'était une présence significative
de l'Église italienne, de l'Église catholique italienne, la présence du pape. C'est vrai qu'il y a comme un accommodement, d'accord, que le pape se sentait en Italie comme une sorte de prisonnier, parce que le royaume d'Italie avait envahi les États pontificaux en 1870, et 60 ans plus tard, il n'y avait pas encore de conciliation, de négociation, et cette négociation, on arrive à la trouver en 1929, quand Mussolini était Premier ministre. Et c'est là la constitution de l'État Vatican, par exemple. Donc, si d'un côté, il y a eu un pacte avec l'Église, avec l'Italie de Mussolini, de l'autre côté, l'Église a empêché que le parti fasciste et l'État fasciste soient la seule source de formation des jeunes italiens. D'accord? A critiqué, a empêché le régime de monopoliser la formation culturelle des jeunes, en permettant d'autres réalités de former des jeunes à des idées un peu différentes. Mais un tournant important du fascisme italien arrive en 1938. Et c'est l'alliance avec Hitler. Quand Mussolini avait envahi l'Éthiopie, avait fait sa politique expansionniste, il s'était trouvé isolé d'un point de vue de la diplomatie internationale. En particulier, ses anciens alliés, les Anglais et les Français, avaient délaissé les relations avec Mussolini. Le seul allié qui lui restait, c'était Hitler. Hitler, c'était un grand admirateur de Mussolini, il l'avait imité pour prendre le pouvoir en Allemagne, mais à un moment donné, il va le dépasser en termes d'idéologie, en termes de totalitarisme, en termes de puissance. L'alliance avec Hitler donnera un très mauvais tournant au fascisme italien. Mussolini devra appliquer des lois antisémites, que jusqu'à ce moment-là, le fascisme italien n'avait rien d'antisémite. Au contraire, au départ, beaucoup de la bourgeoisie juive italienne avait soutenu Mussolini, mais avec l'alliance d'Hitler, les juifs sont discriminés, marginalisés aussi en Italie. Ça l'amènera, comme nous savons, à la guerre et donc à la ruine du régime fasciste. C'était long. Des questions? Mathias? C'est quoi la chose que les citoyens ont fait autour des années 1910-1920? Bon, j'ai dit la dernière fois que le début de la révolution bolchevique, c'est quand les soviets s'emparent des usines en Russie. D'accord? Ils chassent les propriétaires et ils font des comités d'autogestion. Non? Ceci, ça a été, ils ont pris l'attaque au palais d'hiver de Lénine, c'était la révolution d'octobre. En Italie, on commençait à voir les mêmes signes. Dans les régions les plus industrialisées, des groupes communistes s'emparent des entreprises et ils les gèrent. D'accord? Ceci a fait extrêmement peur à tous ceux qui avaient tout type de propriété privée. D'accord? On arrive à une révolution comme celle en Union soviétique. On va en Espagne. D'accord? Donc, vous savez que l'Espagne aujourd'hui, c'est quelle forme institutionnelle? C'est quel type de régime? Est-ce que c'est la République espagnole? Non. Qu'est-ce que c'est l'Espagne? Est-ce qu'ils ont un roi? Oui, ils ont un roi, Felipe VI. D'accord? C'est un royaume d'Espagne. Mais en 1930, l'Espagne était devenue une république. Mais cette république, le roi avait abdiqué, était parti, pas une grande révolution, on avait accepté ce changement. Mais cette république espagnole des années 30 est caractérisée elle aussi d'une grande instabilité, des régimes faibles, alternance au pouvoir, des partis de droite et de gauche, plus ou moins modérés. Mais en 1936,
il y a un tel Caballero, s'appelle Caballero, qui va faire une grande coalition. Ils appellent le Frente Populaire. Caballero. Dans cette coalition, le Front populaire, d'accord, il y avait des républicains, des socialistes, des communistes, des anarchistes, toutes les forces les plus radicales. Et il gagne les élections. Caballero devient un premier ministre, d'accord, et il fait une politique extrêmement autoritaire. Il opprime les opposants, il y a des violences envers les opposants. Et quand le leader de la droite, le chef de l'opposition, dénonce ces violences-là, il sera assassiné. De plus, il déclenche une persécution religieuse. Au bout de quelques mois, presque 7000 entre prêtres et religieux, religieuses sont tués, massacrés. Des églises sont carrément détruites. Et de plus, il passe de plus en plus à une politique de nationalisation. Face à ces actions, il y a une révolte de l'armée. Une partie de l'armée s'oppose au régime de Caballero. Le général Francisco Franco et d'autres généraux vont constituer comme une sorte d'armée qu'on appelle la phalange. Ceux qui soutiennent le Premier ministre et le Frente Populaire vont se coaliser aussi, et ça va être la guerre civile. D'accord? Une terrible guerre civile qui a secoué l'Espagne pendant 3 ans, jusqu'à 1939, en faisant quelques millions de morts. Puis un pays de 30 millions d'habitants, quelques millions de morts, c'est un pourcentage énorme. De plus, l'Espagne a été un peu comme le théâtre qui a préparé à la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? C'est là qu'ils se sont affrontés les puissances qui seront les protagonistes de la guerre. Parce que le Front populaire, que Caballero a reçu le soutien de Staline, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France. Et Franco, par contre, a eu des soldats et des armements de la part de l'Italie et de la part de l'Allemagne. C'est Franco qui l'emporte et il se proclamera dictateur. Il va justifier sa dictature en disant que c'était nécessaire pour la paix du pays. Plus qu'un grand totalitarisme, il n'avait pas une grande idéologie, Franco, d'accord? Il sera plutôt un dictateur de droite, oui, mais plutôt pragmatique. Il refusera en effet de rentrer dans la Seconde Guerre mondiale, malgré toutes les pressions de Hitler et de Mussolini. Il résistera, il dira nous avons déjà eu trop de morts dans notre guerre civile, on n'est pas prêt à faire une autre guerre. Donc il va sauver l'Espagne de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la guerre, une chose que nous savons, même si Franco n'aimait pas les Juifs, d'accord, mais les ambassades et les consulats espagnols, puisqu'ils ne participaient pas à la guerre, mais étaient alliés des Allemands, donc dans tous les pays occupés des Allemands, il y avait des consulats et des ambassades espagnoles. La diplomatie espagnole a sauvé grand nombre de Juifs de la déportation. D'accord? Une chose, ce n'est pas l'aimer, mais c'est une autre chose complètement différente, et désirer leur mort et leur suppression. Franco restera dictateur jusqu'à sa mort en 1975. D'accord? En 1975, il mourra vieux dans son lit. D'accord? Et ça aurait été la sorte de Mussolini aussi s'il n'avait pas participé à la guerre. Et l'Espagne redeviendra une monarchie, le roi fera retour à sa mort, mais c'est un roi démocratique qui passera
qui guidera la transformation de la dictature à la démocratie espagnole. Question? Oui, Akifa. Quand Caballé a pris le pouvoir, il y avait un chef de l'opposition dans le Parlement. Le chef de l'opposition a dénoncé les violences du Frente Populaire et il a été assassiné pour ceci. Là, on parle du nazisme. L'essor, la montée du national-socialisme. On va voir que, ici, j'ai oublié de faire avancer les images de l'Espagne. Alors, la situation est en Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays qui a subi le plus les effets de la Première Guerre mondiale. Et puis, la situation va s'empirer encore après la crise de 1930, la Grande Dépression, les salaires coupés, des millions de chômeurs. Regardez ici, cette image nous montre des enfants qui jouent avec des billets de banque. L'inflation est telle que l'argent ne vaut plus rien. Ce sont devenus désormais des jouets pour les enfants. On dit qu'à cette époque, si en Allemagne on voulait aller au restaurant pour payer l'addition, ça prenait une valise de banquenotes, tellement l'argent était dévalué. D'accord? Et dans ce contexte, s'affirme de plus en plus le Parti national-socialiste des travailleurs d'Allemagne. Comme vous voyez, dans le nazisme aussi, il y a une vague socialisme. Oui, lui aussi va faire des assurances sociales, des systèmes d'assurance sociale pour favoriser un certain peuple, un peu le peuple. Mais ce qui caractérise le nazisme, l'idéologie du nazisme est claire et nette. C'est un nationalisme raciste. D'accord? Nous avons vu comme à l'époque de l'impérialisme, il y avait un racisme, d'accord? Comment les Blancs se sentaient supérieurs, même d'un point de vue de la race, pas seulement d'un point de vue de la civilisation, par rapport aux autres ethnies, d'accord? Mais pour le nazisme, c'est vraiment ce qui inspire toute la politique, tous les totalitarismes de ceci. Et donc, Hitler, il lance toujours et répète continuellement des devises racistes comme la supériorité du sang, la civilisation de la race, la vocation à dominer le monde. D'accord? Et tout ceci trouve l'appui, la condivision, la sympathie de tous les Allemands qui se sentaient humiliés par les conditions leur imposées par le traité de Versailles et aussi qui incarnaient aussi leur esprit de revanche. D'accord? Donc, il y a eu des Allemands qui se sont ralliés à Hitler parce qu'ils trouvaient comme une possibilité d'affirmation nouvelle. Et puis, les autres valeurs du nazisme, ce sont la fidélité au chef, la haine pour les juifs, d'accord, que vous savez, selon Hitler, qu'il y avait toute une hiérarchie des races, certaines races qui étaient supérieures, qui devaient dominer, d'autres races qui étaient intermédiaires, qui devaient servir les races supérieures, comme les Slaves, l'ensemble des Slaves pour lui, d'autres races inférieures comme les Noirs, et d'autres races qui, selon lui, ne devaient pas exister du tout. D'accord? C'était les Juifs et les Gitans. D'accord? Et l'antisémitisme existait déjà en Europe, d'accord? Il y avait toujours eu des phénomènes de discrimination envers les Juifs. Mais lui, il les pousse à l'extrême, d'accord? Il va utiliser les Juifs vraiment comme le bouc émissaire de tous les malheurs de l'Allemagne de son époque.
Ok. Et, Hitler va s'inspirer de Mussolini. D'accord, lui aussi va faire que des squadres, des équipes de violence et d'humiliation. Et face à l'affaiblissement de la République de Weimar, ça s'appelait comme ça la forme institutionnelle de l'Allemagne issue de la Première Guerre mondiale, République de Weimar, en 1932, Hitler va gagner les élections. D'accord? Il arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir non pas grâce à un coup d'État, il arrive au pouvoir parce qu'il gagne les élections. Et comme chancelier de l'Allemagne, il consolide de plus en plus le pouvoir et il concentre de plus en plus de pouvoir dans ses mains. Il va captiver la sympathie du peuple avec des gigantesques parades. Et puis, il a champ libre en 1934, quand le président de l'Allemagne, de cette république, lui il était le chancelier, le premier ministre, mais il avait un président qui avait le même rôle qu'en Italie avait le roi, par exemple, l'autorité suprême qui n'a pas un pouvoir exécutif, mais qui intervient dans des cas extrêmes. Bien, le président meurt soudainement. Van Hindenburg, il s'appelait. Et c'est là qu'il va réformer le système, mettant en place une vraie dictature. Ça sera plus la République de Weimar, ça sera, comment ça s'appelle, le régime d'Hitler, oui, Troisième Reich, d'accord? Premier, c'était le Saint-Empire, le deuxième, c'était l'Empire de l'Empereur Guillaume, et maintenant, ça c'est le Troisième Empire, Troisième Royaume, Troisième Reich. Question? Le nazisme. Alors que tout ce que Mussolini a réalisé pendant son pouvoir, il avait déjà écrit, il avait déjà pensé. Plus jeune, il avait été arrêté en prison pour une révolte, et là, il s'était mis à écrire que celle qui était la société allemande parfaite selon lui. Et on retrouve donc toutes ces réalisations dans ce texte qui s'appelle le Mein Kampf. D'accord? C'était vraiment, comment dire, le programme, vraiment l'élément principal de son idéologie. Hitler prépare des parades militaires colossales. Il nie l'art moderne, qu'il considère comme dégénéré. Il s'inspire beaucoup de l'histoire, une histoire réinterprétée, évidemment. Il va abolir que les syndicats et les travailleurs et les entrepreneurs se retrouveront dans la même corporation. Il insiste beaucoup sur le racisme. Le racisme devient une matière scolaire fondamentale. D'accord? Et ces idées, si en Italie, par exemple, il y avait d'autres groupes qui s'opposaient au moins idéalement au nationalisme de Mussolini, en Allemagne, son discours, sa manipulation envers les nouvelles générations passe beaucoup plus directement, beaucoup plus forte. Régime totalitaire, donc une police pour opprimer les opposants, et il a fait tout un système de champs de déportation, qui ne sait comment s'appellent les champs de déportation des nazis, qui sont utilisés encore plus pendant la guerre. Lager. Les lagers, d'accord, très correspondant au goulag des soviétiques, d'accord, où tous ceux qui s'opposaient au régime étaient envoyés. Mais dans les lagers, on retrouvait aussi des homosexuels, des prostituées, des gitans. En 1935, ce sont les lois de Nuremberg. Nuremberg, retenez ce nom, c'est une ville où il a fait les lois contre les Juifs. Il a privé les Juifs de la nationalité allemande. Si tu étais juif, tu n'avais plus droit au passeport. D'accord? Interdiction de mariage mixte. Nuremberg, j'ouvre une parenthèse, ça sera la ville où, après la guerre, il y aura le procès
de tous les criminels nazis. Ils ont choisi cette même ville qui était complètement détruite par les bombes, c'est tout des ruines, d'accord, pour condamner les actes macabres de beaucoup de chefs militaires nazis. Ces lois deviennent encore plus strictes en 1938, où les Juifs sont privés de tous les droits et commenceront aussi les déportations. Question? L'opposition. Il faut dire que l'opposition au nazisme, ça a été plutôt limité. Quelques groupes religieux, des militaires, des intellectuels, tous ceux-ci ont connu le bras de la Gestapo, de la police politique. D'accord. Ici, nous voyons des images de deux jeunes qui appartenaient à un groupe qui s'appelle la Rose Blanche, qui ont osé de distribuer des feuilles imprimées dans l'université où ils critiquaient le régime. Ils ont été tous durement processés et exécutés. D'accord. Ce sont des vrais héros, ces jeunes-là. Si vous voulez savoir plus, faites une petite recherche, vous allez admirer vraiment ces jeunes de 20 ans qui étaient comme des David face à ces Goliaths. En réalité, Hitler jouissait d'un appui populaire consistant. Peu de gens savaient de l'existence des lagers et ce que les gens voyaient, c'était que l'Allemagne était sortie de cette crise profonde dans laquelle elle était tombée. Hitler avait redonné dignité aux fonctionnaires de l'État et les gens appréciaient ces grandes parades. L'essor économique que l'Allemagne avait connu avait une raison secrète, l'industrie des armes. Hitler avait beaucoup investi pour construire les chars d'assaut, les avions, les bombes, qu'il préparait pour celle qui sera la Seconde Guerre mondiale. Et nous savons qu'aux États-Unis, ils étaient sortis de la crise de la Grande Dépression grâce à des investissements. Le président Roosevelt, dans des infrastructures, il avait créé beaucoup d'emplois en faisant des ponts, des routes, des universités. D'accord, que Hitler, il a fait la même politique, mais il a investi beaucoup dans les armements. Et ceci avait fait tourner l'économie.